week-end, donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu nos négociations annuelles obligatoires, donc les négociations tous les ans, y compris sur les salaires, évidemment. La proposition de la direction qui nous expliquait que cette année, c'était vachement bien, on allait avoir droit à 1,8%. Donc ce qu'ils appellent 1,8%, c'est 1,8% de la masse salariale qu'on met dans une petite enveloppe. Et cette petite enveloppe, elle sert à faire des augmentations individuelles. Dans notre boîte, il n'y a jamais eu d'augmentation collective. Jamais eu d'augmentation générale, pardon, c'est le terme. Voilà, donc nous on y allait comme tous les ans en leur disant que c'est pas tolérable, qu'il faut des augmentations générales, que c'est des négociations collectives et que donc leur enveloppe c'est très bien, ils font ce qu'ils veulent, avec, voilà, mais ça n'a rien à voir avec les négociations collectives. Donc nous on a proposé 5% d'augmentation avec une augmentation minimale de 90 €. Parce que globalement, dans les augmentations générales, il y a les deux à prendre en compte. C'est-à-dire que d'une part, il serait quand même souhaitable que les gens, leur salaire ne perdent pas en valeur d'une année à l'autre. Donc ça, c'est le rattrapage de l'inflation, mais ça ne devrait même pas faire partie des négociations en fait. Il devrait y avoir une échelle mobile des salaires et puis c'est tout. Voilà, ça suit et ce serait automatique. Et après, il y a évidemment les augmentations générales. En valeur, en somme, voilà, dire il faut 100 € d'augmentation générale, il faut 200 € d'augmentation générale. Je sais pas, là en l'occurrence, les camarades, nous c'était 200, je crois que vous avez demandé, ouais. 200 par mois, oui, pardon, moi je parle par mois, excusez-moi. Donc 200, et là-dessus, ça c'est une augmentation qui permet à tout le monde d'avoir des sous, mais surtout ça permet aux plus petits salaires qui ont le plus besoin d'argent d'avoir ces sous-là. Parce que le problème des augmentations en taux, c'est évidemment que ça maintient la hiérarchie des salaires. Et donc voilà, nous dans notre boîte on a regardé un petit peu et effectivement on a un peu la même chose que Capgemini, c'est-à-dire que ces dernières années, l'augmentation moyenne c'est globalement les cadres ingénieurs qui représentent, je sais pas, 80% des effectifs, des choses comme ça, qui ont des salaires qui sont dans l'écrasante majorité, compris entre 1800 et 2200 € net par mois, voilà. Les grosses augmentations c'est pour les très gros salaires. Et pour les bas salaires, les augmentations, il y a juste le rattrapage minimal et basta quoi. Donc évidemment, tout ça, on a essayé d'en discuter avec la direction qui nous a expliqué que c'était le modèle économique qui voulait ça. Voilà. Donc le modèle économique chez nous, il faut le savoir, c'est on prend des gens sortis d'école, on leur donne un salaire décent, hein, sorti d'école, des 1800, 1900 €, des choses comme ça. Et puis ceux qui sont vraiment très bons et qui ferment bien leur gueule, on va leur donner des augmentations régulièrement pour qu'ils restent. Et les autres, on va pas leur donner d'augmentation et ils vont se barrer chez la concurrence. Et ensuite, la boîte, quand elle cherche des profils un peu spécifiques, dire ah ben voilà, on nous a donné une personne qui sait faire ça, on n'a pas ça dans nos effectifs, ils prennent chez la concurrence et on se pique des gens comme ça d'une boîte à l'autre. Et ça fait que les gens qui n'ont pas d'augmentation passent leur vie à changer de boîte, à revivre à chaque fois une nouvelle période d'essai. Parce que changement de boîte c'est ça, tu te retapes 6 mois de période d'essai, tout ça pour avoir des augmentations que de toute façon on devrait avoir. Voilà. Oui, bien sûr, c'est la même chose partout, c'est le modèle économique du secteur, on va dire de l'ingénierie, des sociétés de services. Mais voilà, globalement notre modèle, ça reste qu'il y a un donneur d'ordre qui externalise tout ce qui est souplesse, comment est-ce qu'ils disent maintenant, c'est plus souplesse salariale, c'est qui externalise la précarité en vrai, hein, voilà. Donc on a un donneur d'ordre qui externalise ça chez ses sous-traitants et les autres doivent se démerder, donc voilà. Ceci étant, je suis pas sûr que chez le donneur d'ordre ça se passe non plus extrêmement bien.